c'est l'heure de détailler les résultats de ce 15e baromètre sport santé. Et on accueille la directrice des études santé chez Ipsos, Adeline Merceron. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors pour nous aider à mieux comprendre ce baromètre, on va également inviter sur scène nos experts du jour. Elisabeth Delamoy, membre du comité directeur de l'ANDES, l'Association nationale des élus du sport. On peut l'applaudir également, Elisabeth. Cédric Vidal, également directrice technique nationale à la FFEPGV. Le docteur Michel Siret, médecin et animateur qu'on ne présente plus. Le docteur Franck Legal, médecin de l'équipe de France de football. Et le professeur François Carré, cardiologue du sport, ambassadeur de la grande cause nationale 2024. Adeline, on y va? Ils sont bavards, ils ont envie de discuter. On a plein de choses à se dire, ne vous inquiétez pas. On a plein de questions pour eux. Bonjour à tous, encore cette année, un grand plaisir d'être là parmi vous. Alors, j'ai la lourde tâche de vous présenter les chiffres du baromètre. Il y a pas mal de choses qui vous ont déjà été dites, donc mon boulot ce matin c'est de trouver d'autres choses à vous dire que ce qui a déjà été donné, mais on a plein d'informations puisque ce baromètre est très riche, et j'en profite juste pour remercier la fédération qui l'a fait à l'encontre de l'Ipsos BVA, parce que c'est un super plaisir de travailler avec vous à chaque fois. On cherche tous les ans des nouvelles idées, je note le point d'ajouter la question du handicap dans la prochaine édition, on en reparlera dans quelques semaines. Ce baromètre, il s'inscrit dans le temps, c'est la 15e édition, c'est quelque chose qu'on mène depuis 2012, donc comme ça a été répété, inscrire ce baromètre dans le temps, c'est l'occasion de voir comment les choses évoluent. Bien entendu, la pratique sportive, elle ne va pas faire plus 10 chaque année, on s'en doute, on ne va pas gagner 10 points de pratique de plus chez les Français. L'intérêt, c'est de voir un petit peu chaque année comment ça se progresse, donc c'est vrai qu'une année sur l'autre, on dit oh, un petit point de plus, super, super intéressant. Sauf que quand on regarde sur le temps, on voit que les pratiques petit à petit des Français, elles évoluent. Petit point méthodologique, pas le plus intéressant, 2000 Français âgés de 16 ans et plus, représentatifs de la population française. Ça veut dire que dans cet échantillon, on n'a pas les plus jeunes. Ça fait partie des sujets. Donc je remercie les étudiants, effectivement, qui ont aussi lancé leur baromètre, parce que c'est une question spécifique qu'on n'adresse pas dans le baromètre. Donc je pense que les résultats qui seront partagés cet après-midi seront super intéressants aussi. France nationale représentative, on pourrait se dire aussi qu'il manque le primaire. Si on veut faire la critique du baromètre, c'est aussi un sujet, le sport dans les ultramarins, chez les ultramarins. Bon, là, on est sur la métropole. Rentrons dans le vif du sujet. Ce baromètre, donc effectivement, on a un bloc historique de grands indicateurs qu'on suit dans le temps. Et le premier, c'est de savoir en gros combien de Français font du sport, pratiquent au moins une activité sportive. Alors, activité sportive, c'est effectivement pas d'aller courir un marathon, hein, c'est aussi de se bouger un tout petit peu. On leur demande combien de temps ils y passent. Ce chiffre a déjà été évoqué, 72%, donc plus de 7 Français sur 10 aujourd'hui nous disent qu'ils pratiquent une activité physique et sportive chaque semaine. On peut se dire, bon, ben voilà, c'est super bien. Ça cache aussi des réalités, c'est-à-dire tout à l'heure, on parlait des femmes qui sont sous-représentées dans la pratique sportive. On a un delta de 10 points aujourd'hui sur ce résultat-là, qui sont de 66% chez les femmes, 76% chez les hommes. Donc effectivement, dans le baromètre, on voit aussi ce léger décrochage des femmes. Et puis ce qu'on disait, l'intérêt de ce baromètre, c'est de regarder dans le temps ce qui se passe. Et dans le temps, ben là, donc, on a une belle courbe. Et vous voyez que petit à petit, c'est ce que je vous disais, on gagne du monde, on convainc de plus en plus de Français à faire du sport. Vous voyez que par rapport à 2015, donc par rapport à il y a 10 ans, on a progressé de 9 points. Donc c'est petit, ok, mais quand on regarde même un petit peu plus loin, en 2012, on était 54%, 72%, donc ça progresse petit à petit. Ce qui est intéressant avec un baromètre, c'est qu'il se passe des choses dans la société, il se passe des choses dans le monde, et vous voyez que la ligne, elle n'est pas linéaire. Bon, c'est pas une grande surprise, il s'est passé quoi en 2020? Je pense que vous allez tous en souvenir, il s'est passé le Covid, on a enfermé les gens chez eux, à juste titre, et du coup, il se passe quoi quand on est bloqué à la maison, qu'on n'a plus d'accès à beaucoup de choses? Et on fait du sport. Donc c'est peut-être une solution pour mettre les gens au sport, je ne sais pas, on peut questionner ce sujet. Bon, et il se trouve, quand la vie normale reprend, on retrouve aussi assez rapidement ces bonnes habitudes, et ça remonte petit à petit. Là où on s'était dit aussi que ce qui pouvait être intéressant, c'est qu'on s'était dit peut-être qu'il y aura un effet JO. On s'est dit après les Jeux 2024, est-ce que ça va progresser? Alors on a un petit soubresaut sur l'édition précédente, on avait pris 3 points, on était passé de 68 à 71%. Ça ne s'est pas converti encore cette année, on est seulement à plus à 1 point. Donc les choses ont progressé un petit peu, on a gagné un petit peu de monde, mais ça s'est pas été le super effet. Tout le monde s'est mis au sport après les Jeux, petite déception.
On va demander justement à Michel Simet. Je vous donne un micro, Michel. Je vais en profiter pour donner un micro par là aussi, comme ça vous pourrez vous le passer. Michel, pas d'effet JO du coup. 72% des Français qui pratiquent une activité sportive, c'est quand même réjouissant. Pour utiliser tout à l'heure un adjectif qui a déjà été utilisé. Oui, bien sûr que c'est réjouissant, mais c'est, on s'y attendait. Hein. On s'est pas dit avec le collectif pour une France en forme que Paris 2024 allait transformer un pays sédentaire en pays actif, mais moi, on m'a souvent posé la question pendant toute la période des Jeux où j'étais ambassadeur santé, où il fallait que je répète pendant 7 ans le même discours, mais l'idée des Jeux, ça a été de faire rentrer dans le cerveau des Français qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, que la sédentarité, d'abord c'était de leur faire comprendre la différence entre la sédentarité et l'inactivité physique, je crois qu'on a réussi, le nombre d'heures que vous allez passer assis en nous écoutant par exemple, et l'inactivité physique, c'est ces fameuses 30 minutes. Donc ça c'est un message important pour montrer que les deux associés, c'était une catastrophe sanitaire. Mais l'idée, elle était de faire rentrer dans l'esprit des Français, dans le cerveau des Français, que l'activité physique faisait partie de l'hygiène de vie. Qu'on ne leur demandait pas de faire du sport, de s'entraîner pour faire un marathon, simplement ils se brossent les dents le matin, ils prennent des douches, il faut faire ces 30 minutes d'activité physique dans la journée. Ça, je pense qu'on a réussi à le faire rentrer dans le cerveau des Français, même si ça ne s'est pas concrétisé par une mise au sport. Moi, je suis ORL. Quand j'avais des patients qui venaient me voir avec un larynx qui était très inflammatoire, et le larynx inflammatoire, c'est la prédisposition au cancer du larynx, je donnais mon discours d'ORL, j'expliquais l'importance de la prévention, l'importance de l'arrêt du tabac, mais il est bien évident que le patient, pendant la consultation, n'allait pas me tendre son paquet de cigarettes en me disant « c'est bon, j'arrête maintenant, docteur ». En revanche, il est bien rentré dans le cerveau. Et le jour où il y a un proche qui meurt d'un cancer lié au tabac, le jour où on commence à avoir une petite insuffisance cardiaque, le jour où on ne peut plus courir avec ses petits-enfants, le jour où il y a le mois sans tabac, on se dit « ah ouais, je me souviens ce qu'a dit le docteur ». Et là, il y a passage à l'acte. Donc tout ce qu'on a initié pendant les Jeux Olympiques, pendant Paris 2024, un jour ou l'autre, ça paiera, et un jour ou l'autre, ça se concrétisera, et vos chiffres augmenteront. On continue. Donc, au-delà d'avoir le suivi sur le nombre, la proportion de Français qui fait une activité physique, là aussi, le résultat a été donné. On leur a demandé combien de temps ils consacraient à la pratique sportive par semaine. Cette année, c'est un peu plus de 4 heures. C'est pareil en termes d'évolution par rapport à l'an dernier, c'est globalement stable. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'évolution là depuis 2015, donc sur un intervalle de 10 ans. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que ceux qui s'y sont mis au sport s'y sont mis vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment une progression. On est passé de 2 heures, d'un peu plus de 2 heures à un peu plus de 4 heures. Donc on a doublé son temps de pratique en l'espace de 10 ans. Donc ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui se sont passées chez les Français dans leurs habitudes de vie. On a là aussi ce différentiel, là on l'a matérialisé sur le résultat, la différence entre les hommes et les femmes. On voit qu'on est sur un public masculin qui pratique un peu plus longtemps chaque semaine une activité sportive versus les femmes. Et puis on a un clivage générationnel. Alors c'est vrai que j'entends que les plus jeunes et les plus âgés sont moins présents dans les pratiquants, dans la proportion de pratiquants. Il n'empêche que quand ils y sont, globalement, on est sur aussi des publics qui font quand même beaucoup d'activités. Alors l'activité, on parle de sport intense, de sport mixte, de sport détente aussi. Donc il y a des profils extrêmement variés de sportifs, c'est une réalité. Donc on a des très gros sportifs et puis on a des plus petits sportifs. Mais là, ce qu'on voit aussi sur les jeunes, et c'est ça aussi qu'on veut encourager, c'est que là, on est sur un peu plus de presque 5 heures déclarées, en tout cas, sur les moins de 25 ans. C'est un chiffre qu'on a vu en progression par rapport à l'année dernière aussi. Donc voilà, on va te dire, quand on y va, quand on se donne l'effort d'y aller, on s'aperçoit des bienfaits, on va le voir après, et ça progresse. François Carré, ça vous inspire quoi, ce chiffre on a doublé le temps de la pratique sportive en l'espace de 10 ans en France? Globalement, on peut que s'en réjouir, mais vous savez déjà, je l'avais déjà dit l'année dernière quand des gens qui m'ont invité, j'ai toujours un grand problème sur les choses autodéclarées. Moi, si vous voulez déjà, je me dis 4h12 par semaine, et puis 72% font une fois par semaine. Alors ils font 4 heures en une seule fois, je me pose la question un petit peu. Au moins une fois. On en a qui ont fait au moins une fois. Donc je veux dire par là que c'est pas que je veuille être un petit peu comme l'a dit Michel, on veut pas être démoralisant.
Notre problématique, elle est quand même qu'il faut regarder ce que disent les gens, et nous, ce qui se passe au niveau des études, quand on met des accéléromètres aux gens, on voit que c'est pas vrai. Par exemple, si vous mettez un accéléromètre aux enfants, il y a 87% des enfants en France qui font pas 1 heure d'activité physique par semaine. Par jour, pardon, par jour. Alors que quand on interroge les parents, ils font tous de l'activité physique. C'est pas méchant, c'est humain. Mais vous, je vous poserai combien d'heures vous faites par semaine d'activité physique, je suis pas sûr que vous sauriez me répondre en 5 secondes. Donc je veux dire que c'est un plus, ça veut dire ce qu'il y a de bien dans votre baromètre qui est indéniable, c'est que vous posez la même question chaque année et que ça augmente. Donc il y a sûrement une augmentation. Après, sur le plan prévention, comme l'a dit Michel et comme nous nous battons pour le collectif, eh bien, je ne sais pas si vraiment on avance beaucoup. Franchement, je ne sais pas. Je suis quand même étonné de voir qu'il y a de plus en plus de gens en surpoids en France. Il y a de plus en plus d'obèses entre 18... Alors, il y a l'alimentation, hein. Bien sûr, il ne faut pas éliminer l'alimentation. Je vous rappelle quand même que l'obésité entre 18 et 34 ans a été multipliée presque par 4 en France entre 1997 et 2023. Bon, ça, c'est des chiffres qui sont... Et nous, médecins, ça nous perturbe beaucoup. Après, je ne peux, comme je vous l'ai déjà dit, sinon je ne reviendrai pas vous parler avec vous, et je serai plus invité, je ne peux qu'encourager, vous féliciter pour le baromètre, mais il ne faut pas non plus qu'on sorte le champagne tout de suite, quoi. Voilà, si je vous le dis autrement. On dit pour les élections, c'est une photo à un instant T, mais il y a toujours un peu de surdéclaration dans les comportements. C'est une réalité aussi dans le sport. Et donc le baromètre, on s'intéresse aussi, c'est de qualifier un peu plus le type de pratique. Donc que font les Français qui aujourd'hui déclarent faire une activité sportive? Pour l'essentiel, 61%, donc c'est plus de 6 sportifs sur 10, c'est plutôt une pratique individuelle, c'est globalement stable. Ça, c'est une question qu'on a intégrée suite au Covid pour savoir comment les Français allaient se remettre à l'activité et ce qu'ils avaient trouvé comme solution pour éventuellement pallier au manque de structure qui était fermé à une époque. Donc voilà, plus individuel. Le collectif progresse, voilà, en l'espace de 5 ans, on a progressé de 7 points sur la pratique collective. Le sport comme lien social, on en a parlé, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, mais on voit que petit à petit, effectivement, la pratique collective progresse dans les habitudes des Français. Et donc, au-delà de savoir avec qui ils pratiquent, c'est où est-ce qu'ils pratiquent. On est sur des Français qui prennent l'air aussi quand ils font du sport. 61% plutôt une tendance à faire du sport à l'extérieur. Donc ça, c'est un petit peu en baisse, mais quand on sait qu'on parle de post-Covid, ça se comprend aussi. 44% qui font leur activité à domicile. Donc là, on est plutôt sur les pratiques douces, hein, yoga, pilates, etc., qu'on peut faire à la maison. 33% aujourd'hui, c'est un tiers de nos sportifs qui déclarent faire une pratique en salle. On sait que le nombre de salles augmente sur le territoire. C'est un marché qui progresse. Donc là, on voit, par rapport à 2020, ça a progressé de 13 points. Et puis Internet, on se disait qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, tout ça, ça allait progresser. Voilà, ça c'est une des constantes qu'on a depuis 5 ans, c'est que la pratique via l'aide d'Internet, d'un coach virtuel, de séances en ligne, voilà, ça ne progresse pas dans les pratiques des Français. Vous voyez, ça concerne à peine un Français sur 10 qui fait du sport. Et là-dessus, on est même ça rétrograde par rapport à ce qu'on avait il y a 5 ans. Séverine Vidal, vous êtes DTN à la FFEPGV. Séverine, la pratique en salle, ça semble exploser, plus 13 points en l'espace de 5 ans. Ces chiffres-là, ils vous inspirent quoi? Alors, effectivement, nous, au sein de la fédération, on voit bien qu'on a une augmentation des pratiquants. On est arrivé à un seuil aujourd'hui de près de 1 480 000 en fin d'année, donc on progresse chaque année. On progresse en salle, mais effectivement par rapport à l'extérieur, on voit aujourd'hui que ce soit le baromètre de l'INGEP ou que ce soit celui du pôle ressources qui sort chaque année un baromètre, l'extérieur est en pleine extension. Il y a énormément de pratiquants. Et on voit aussi, et ça c'est important, que finalement les pratiques en extérieur sont les pratiques les plus recommandées par les médecins. C'est les pratiques qui se pratiquent, qui se font le plus de manière autonome également. Et quand dans le baromètre de l'INGEP, là, on pose la question aux gens, mais si vous deviez, pour les gens qui ne pratiquent pas d'activité physique, vous mettre à une activité spontanément, ou même les personnes en situation d'ALD, la réponse est systématiquement l'extérieur. Alors pour la fédération, l'extérieur, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que, dans un premier temps, effectivement, nous, on a une problématique, on ne peut plus accueillir de personnes en salle. Les créneaux sont overbookés.
il n'y a plus de place. Et puis, la problématique que rencontre la fédération, mais d'autres fédérations sportives, c'est que aujourd'hui, les créneaux des salles sont surbookés, donc c'est extrêmement difficile d'ouvrir des cours supplémentaires dans les salles municipales. Donc aujourd'hui, l'extérieur, c'est un enjeu majeur pour nous parce que l'accessibilité, elle est bien plus simple. Ça peut se faire partout, dans le milieu urbain, dans le milieu rural. Et puis, on n'a pas cette problématique de salle. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et puis, au sein de la fédération, l'extérieur aussi, c'est un enjeu majeur parce qu'elle permet en fait de faire une proposition à toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions physiques. C'est-à-dire, on peut passer de la marche à la course à pied, etc. Donc, on peut s'adresser à une pluralité de personnes. C'est un enjeu aussi sur les mobilités douces, sur le respect de l'environnement. Donc, pour nous, c'est quelque chose de majeur. Et je terminerai en disant que pour la fédération, nous, aujourd'hui, c'est la démocratisation aussi de ces activités. Et on travaille actuellement, on est sur la deuxième année d'un événement qu'on a appelé les Adventure Games et qui vise à promouvoir en fait les formes de course comme les trails, etc., mais adaptées pour tous. En faisant en sorte, donc on a mis en place un concept qui est les courses chronométrées sans montre. L'idée, c'est de permettre à chacun, comme il est, que ce soit en marchant, en courant, de parcourir un parcours, une distance, et en fait de ne pas se s'inscrire dans une logique de performance, c'est-à-dire je fais mon parcours le plus rapidement possible, mais c'est de valoriser la personne qui est en capacité de dire, de se connaître et de dire je suis capable de faire un 5 km, un 10 km dans ce temps-là. Et nous, c'est ça qu'on va valoriser. Et juste l'expérience, c'est que l'année dernière, on a fait ce premier événement et c'est une personne qui avait à peu près 70 ans qui est montée sur le podium en disant mais c'est la première fois que je gagne quelque chose. Et en fait, ça c'est un enjeu majeur aussi de démocratiser ces accès à la pratique et de faire en sorte que c'est pour tous. C'est l'occasion peut-être de donner rendez-vous déjà pour les Adventure Games 2026. Oui, oui, les rendez-vous de la deuxième édition, c'est le 6 et 7 juin. Dans le Jura, et c'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire c'est ouvert à l'externe, mais également à l'interne, et c'est l'idée que c'est une pratique pour tous, vraiment, et quelle que soit la condition physique, et juste là aussi, on fait un appel à projet pour solliciter toutes les personnes atteintes de cancer, qui sont des programmes J'ai pas pris de cancer chez nous. On travaille avec les éducateurs sportifs, on les prépare, pour qu'en fait, ces groupes de personnes qui sont un peu éloignées de ces pratiques, mais aussi de l'enjeu de pouvoir s'inscrire sur une course ou sur un événement comme ça, qui est très typé performance, de pouvoir venir et faire ensemble un parcours. Donc il y a tout un enjeu autour de cette solidarité. Donc pour nous, c'est un enjeu majeur extérieur, parce que je le dis encore, les salles sont saturées et on a besoin de pouvoir donner cette accessibilité. Franck Legal, vous voulez dire un petit mot? Oui, je vais juste rebondir sur les chiffres. Comme médecin du sport en libéral, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que la course à pied, le trail, il y a un engouement terrible pour cette pratique sportive. De plus en plus, là où je suis installé dans le sud, à Marseille et à Nîmes, et insister sur effectivement le sport en salle chez les adolescents. C'est impressionnant le nombre d'adolescents qui se mettent, ils sont lycéens, en seconde, première, terminale, salle de muscu, bon, l'ego qui commence à monter, la testostérone peut-être pour certains. Et c'est impressionnant. Et donc nous, enfin, moi j'en vois régulièrement avec des conseils de parents, ils doivent prendre de la protéine à 16 ans, c'est quand même assez surréaliste en consultation, mais ça existe. C'est vrai que c'est vraiment, ça peut être un problème. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un développement une dépense énergétique dans ces âges-là, dans ces tranches d'âge dans les salles, qui est vraiment important. C'est déjà un premier pas. Aline. Alors tout à l'heure, on questionnait la proportion de Français qui nous faire du sport et peut-être surestimer le temps qu'ils y consacraient chaque semaine. Donc on s'est quand même intéressé aussi de savoir à quel moment de l'année, est-ce qu'il y a des moments dans l'année où ils faisaient plus de sport qu'à d'autres. Alors il y a des rendez-vous dans le calendrier, effectivement, qui font un petit peu écho aux Français, se dire ah oui, là, il faut que je me remette au sport. C'est le cas de 23% des Français qui disent ah oui, en fonction de la date en calendrier, je vais me remettre je vais aller à la salle un peu plus. Un peu au printemps, pour préparer l'été quand même, parce qu'il y a l'été qui arrive, il faut être bien. La rentrée de septembre, parce qu'il y a les résolutions de la rentrée, et puis il y a aussi, c'est un peu le deuxième nouvel an, ce qu'on appelle le deuxième nouvel an, c'est le 6% qui vont aussi en début d'année, on voit qu'il y a plus de monde dans les salles, à la rentrée de septembre, à la rentrée de janvier. Donc ça concerne quand même un petit peu de monde qui au niveau du calendrier disent ah, faut que j'y aille.
Assez peu finalement avant les vacances de fin d'année pour dire qu'il va y avoir des excès, parce que je pense qu'au mois de novembre, décembre, on a aussi plein d'autres trucs à faire que d'aller à la salle, donc c'est pas forcément ce moment-là qu'on choisit. C'est 41% des Français qui nous disent qu'effectivement ils n'ont pas une pratique linéaire dans l'année et qu'il y a des moments un peu plus phares que d'autres. En revanche, on a aussi 39%, le chiffre n'apparaît pas là, mais 39% qui disent non, moi c'est constant toute l'année, j'ai ma régularité, j'ai mon programme et je m'y tiens. Il y a d'autres moments qui ne sont pas liés au calendrier, mais qui aussi veulent dire quelque chose sur la pratique des Français. C'est 18% qui nous disent que pendant les vacances, quand j'ai plus de temps pour moi, peu importe la saison, je fais du sport. La question du temps est importante. Alors là, pendant le confinement, on avait du temps, donc pour s'occuper, on a fait du sport. Après, il y a eu beaucoup de télétravail. Même si on revient un petit peu dessus, avec le télétravail aussi, il y a des gens qui se sont un petit peu plus mis à faire de sport, en tout cas dans la régularité un petit peu mieux aussi. Donc la notion de temps est importante et on le verra un peu après, mais on sait qu'on a un décrochage aussi sur la tranche des 25-34 ans qui sont les jeunes parents qui sont aussi en pleine croissance dans leur vie professionnelle. Donc la question du temps est centrale aussi, mais après on ne leur demande pas de faire 4 heures tous les jours effectivement d'activité. Le petit 30 minutes, il peut se caser assez facilement et il faut le redire aussi à ces gens-là. Vous parliez aussi de temps en temps des petites piqûres de rappel du médecin, on en reparlera tout à l'heure. On a 12% des Français qui disent ah, effectivement, il y a des moments où je suis stressée, je sens que j'ai besoin d'évacuer, et donc là, je me mets à faire un peu plus de sport. Donc ça, c'est des Français qui ont compris aussi l'intérêt du sport dans la gestion de leurs émotions, dans leur stress, et ça, on en reparlera aussi un petit peu après. On a des chiffres qui sont assez saisissants. La prise de conscience sur leur santé, parce qu'il y a une recommandation de médecin, parce qu'on a un proche qui est décédé, effectivement, pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a eu une alerte physique. Ça aussi, il y a une petite piqûre de rappel. Le corps médical a son rôle de recommandation à faire. Et là aussi, on a des chiffres intéressants sur la fin. Puis 4% seulement qui font un petit peu plus de sport à un moment juste avant le marathon ou le semi-marathon qu'ils veulent préparer. Donc, s'y met un petit peu plus. Puis après, on va reprendre une bière à la sortie du marathon. Chacun fait comme il le sent. Et on parlait tout à l'heure du sport à l'extérieur. Il y a la météo. Pour aller faire du sport, il y a quelque chose qui est important, c'est la météo. Donc cette année, on a rajouté cette petite brique dans le baromètre pour savoir dans quelle mesure les sportifs étaient météo-sensibles. Alors ça joue sur on verra, ça joue sur motivation. Ce qui est sûr, c'est une réalité, mais je pense que je vous apprends rien, c'est que quand il fait beau, on prolonge sa séance de sport et on fait plus de sport. Ça c'est quand même plutôt sympa de se dire effectivement je profite des beaux jours et des dates. Donc on a les Bretons qui sont vraiment super forts là-dessus, c'est-à-dire quand par contre il fait vraiment très beau, il fait toujours beau en Bretagne. Ce sont les plus résilients face à la météo dans le baromètre. On a cette chance de pouvoir faire une lecture régionale des résultats et on sait que on a regardé ce qui se passait chez les Bretons. Ce sont les plus résilients, c'est ceux qui se sont équipés pour faire du sport, peu importe la saison et le temps. C'est ceux qui suivent leur programme, peu importe la météo. Mais voilà, et donc là, par contre, quand il fait beau, ils prolongent un petit peu plus que les autres. Petite question d'ailleurs à ce sujet, Franck Le Gall, c'est difficile de motiver les Bleus à sortir en plein hiver à Clairefontaine, quand il pleut, quand il fait froid? Non, du tout, non. Ils sont toujours très motivés, bon. Ils freinent un petit peu, mais très rapidement ils sont dans la séance. Aucun problème. Ils sont habitués depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont en club. Et quand ils sont à ce niveau-là, il y a le sélectionneur qui est à côté, qui voudrait, ne serait-ce que grincher, il ne pourrait pas. Donc, non, ils sont toujours motivés. Oui, parce que là, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, s'il fait beau, on prolonge. Quand il fait pas beau, on n'a pas forcément super envie de sortir. Mais ça n'empêche, donc oui, ils sont lucides, c'est honnête, nos Français, de dire, bah oui, quand il fait pas beau, j'ai moins envie d'y aller, mais ça n'empêche pas qu'ils y vont quand même pour une partie d'entre eux. Ce qu'on voit, c'est que nos gros fidèles du sport et qui nos fidèles et nos passionnés, eux ne lâchent pas. C'est pas parce qu'il fait beau qu'on n'y va pas. Donc effectivement, la motivation et l'impact de la démotivation parce qu'il fait pas très beau, ça va plus jouer sur nos sportifs plus occasionnels. On dit, oh, j'ai quand même pas super envie, on est bien à la maison. Mais voilà, on a quand même aussi nos sportifs, nos très forts sportifs, à ceux qui font plus de 5 séances par semaine, peu importe le temps, ils suivent à 79%, ils suivent le programme. Donc là aussi, on a des logiques on a des variations assez logiques. Puis si on continue sur les mêmes registres, 61% de nos sportifs qui nous déclarent qu'en cas de météo défavorable, ils adaptent le type de lieu et le lieu de la pratique. C'est-à-dire que s'il fait ok, c'est pas grave, je fais une séance à la maison, je fais quand même mon volume d'activité. Je m'adapte aussi en fonction de la température. On a parlé du sport dans les grosses chaleurs, on a parlé quand il fait très froid, est-ce qu'il faut quand même aller courir alors que c'est gelé par terre. En tout cas, on a des sportifs qui nous disent que globalement, ils s'adaptent. Donc, ceux qui ont vraiment envie d'y aller, la météo, c'est pas un frein. C'est ça qu'on veut dire. S'il fait beau, c'est encore mieux, mais bon, c'est pas très grave s'il fait pas beau et qu'on a vraiment envie d'y aller, on peut sortir et on peut s'adapter.
Et pourquoi on continue d'aller faire du sport même s'il ne fait pas beau? Parce qu'on est sur aujourd'hui des Français qui sont conscients, on l'a déjà dit depuis le début de cette matinée, sont conscients des bienfaits de l'activité physique sur leur quotidien, sur leur bien-être, qu'il soit mental et physique. Première preuve, c'est la fameuse question des résolutions des Français en début d'année. Donc là, on leur pose la question à chaque fin d'année. Voilà, c'est quand même le sport, donc c'est une preuve, c'est que 31%, mais quand il faut faire un classement, c'est pas forcément évident. 31% qui déclarent que l'activité physique et régulière fait partie de leur résolution pour la nouvelle année. On va le voir dans le temps comment ça se passe. Suivi de passer du temps en famille et avec ses amis, et aussi se préserver des vrais moments de détente. Bon, ce qui marche pas trop dans les résolutions, vous les voyez à la fin, le régime, les cigarettes, l'alcool. Donc pour l'instant, on va préférer aller faire du sport que de revenir sur d'autres addictions. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est dans le temps comment ça se passe. Alors, le sport est toujours priorité, la résolution première des Français. Attention, on va arriver sur peut-être un croisement des courbes, suspense pour l'année prochaine. Vous voyez qu'il y a une autre résolution qui est en train de monter et qui a vraiment pris beaucoup d'essor cette année, c'est le fait de passer plus de temps avec ses amis, sa famille. Pourquoi on a cette évolution aujourd'hui? Nous, on l'explique un petit peu vous n'êtes pas sans savoir que le contexte et l'actualité n'est pas super encourageante, c'est très anxiogène. On a un repli aujourd'hui des gens sur des valeurs un peu cocooning, la famille, les amis, là où on se sent bien, on se préserve un petit peu. Donc ça, c'est une valeur qui monte. Se réserver les moments de détente aussi, on comprend qu'il faut prendre un petit peu soin de soi aussi, que c'est important, voilà, on se ressent sur des choses et pourquoi pas faire un peu de sport aussi. Prendre davantage soin de son corps, vous voyez que c'est une résolution qui progresse depuis 2017, sans arrêt aussi, qui prend soin. Donc la dimension bien-être aussi continue de progresser. Donc attendons de voir, suspense pour l'année prochaine sur les résolutions des Français. Elisabeth Delamois, ça vous inspire quoi cette résolution des Français? C'est toujours la première résolution, celle de faire du sport, mais on voit quand même qu'il y a une tendance baissière. Alors, je suis pas tout à fait... je suis pas étonnée finalement de passer plus de temps avec ses amis, sa famille, parce que on a pu constater là au cours de, on est quand même dans la campagne pour les élections municipales, et en fait une des préoccupations, en tout cas de mes concitoyens dans le livre, en tout cas, c'est du lien social, c'est la rencontre, c'est le vivre ensemble. Alors ça passe pas forcément par le sport, faut pas que faut pas les résolutions, oui, pratiquer une activité, oui, mais après c'est pas. Moi, je ne le ressens pas, en tout cas, comme la préoccupation, et en tout cas, ce qui va motiver plus que ça. Peut-être que c'est parce que aussi on est top, au niveau du sport, qu'on donne toutes les conditions pour que les gens puissent pratiquer, j'en sais rien. Bon, on va voir de toute façon avec Adeline que c'est une motivation aussi de faire du sport, c'est de se retrouver ensemble. C'est vrai, mais pas que par le sport, mais c'est vrai que c'est une motivation qui monte, en fait. C'est la première chose, même avant la sécurité, même avant la marine, donc ça, c'est encourageant. Adil. Et donc, voilà, on a vu plus de monde qui pratique, un petit peu plus aussi chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à travers le sport? On a posé la question, c'est une question qu'on pose depuis 2013 aux Français qu'on interroge, parmi les raisons suivantes, quels sont les trois, donc on a demandé d'en choisir trois, qui vous motive le plus à faire du sport. Donc on peut faire trois grandes familles quand on regarde ces résultats. Le premier, c'est quand même garder la forme, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en tendance, baisse un petit peu depuis qu'on pose la question. Mais garder la forme, être en bonne santé, ne pas tomber malade, c'est la couverte. Vous voyez, ça a beaucoup remonté. Donc on est vraiment aussi sur la question du sport santé, globalement. Et après, il y a la notion de bien-être qui progresse un peu et qu'on voit, là, vous voyez, sur la courbe verte claire, se sentir bien. Donc là, vraiment une notion de plaisir, bien-être, dont on parlait tout à l'heure, qui progresse aussi avec aussi la notion de se défouler, se déstresser. Voilà, gérer, c'est aussi le surplus de tension qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui fait écho, en tout cas, aux sportifs qu'on a interrogés. La dimension physique aussi, l'impact sur le corps, c'est quelque chose qui est, même si c'est pas ce qui est évoqué en premier par les sportifs qu'on a interrogés là, mais l'idée de se muscler, de sculpter son corps, c'est quelque chose qu'on trouve peut-être un peu plus chez les plus jeunes en effet. Perdre du poids, quand même, accessoirement, on parlait de l'obésité et de la sédentarité, donc c'est quand même aussi un objectif pour un peu plus d'un quart, on va dire, des Français qui pratiquent. En revanche, la notion de, vous voyez, compétition, performance, c'est pas ce qui est restitué en premier aujourd'hui par la majorité des Français quand on les interroge sur leur pratique du quotidien hebdomadaire. La performance arrive aujourd'hui, en tout cas dans ce classement-là, plutôt en bas de classement. Ne pas tomber malade, Docteur Le Gall, ça vous paraît être une bonne résolution quand on veut faire du sport?
Oui, c'est une bonne résolution, effectivement. Moi, je vois dans tout ce qui a été dit, la perte du poids, moi, je peux insister là-dessus parce que en consultation, quand je les vois dans le cadre de la médecine du sport, ils viennent pour les problèmes de cheville, de genoux et des pathologies musculaires. Et parmi les éléments d'interrogatoire, c'est poids et taille. L'IMC, je m'en sers tous les jours, 10 fois par jour, 15 fois par jour. L'indice de la grâce. L'indice de la masse corporelle. Et effectivement, ça c'est un élément. Moi, il y a toujours 5 minutes de la consultation qui est un discours sur l'alimentation, sur le poids, l'intérêt de perdre du poids et les bénéfices que le patient va en tirer. Moi, j'ai réglé un problème médical, une cheville, un genou. Il faut que le patient soit évidemment acteur de sa santé, et ça c'est un élément important. Alors, on arrive à capter leur attention, effectivement, quand ils sont des sportifs dans l'âme, ça c'est facile. Ils ont un souci peut-être de performance, ils veulent jouer au tennis et peut-être battre l'adversaire, aller plus vite, aller plus loin, je ne sais pas. Mais par contre, quand on a des patients qui sont franchement sédentaires, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le poids, moi je pense que en consultation, c'est un élément très important. Pour lequel on lutte. Michel Simès, d'accord avec Franck Legal? Absolument pas. Non, je suis d'accord. Et ce que dit Franck sur le poids, moi je le répète sans arrêt à la télé, dans tous les médias dans lesquels j'interviens. Il y a une notion qui est très importante. C'est vrai qu'il y a plein, en vieillissant, on a de l'arthrose. Enfin, on a de l'arthrose du genou, on a de l'arthrose un peu partout. On commence à avoir mal, on finit par avoir du mal à courir, on va aller vers les sports portés, la natation, le vélo. Mais il y a un point qui est essentiel, effectivement, cette prise de poids, et ce que disait aussi François tout à l'heure, cette augmentation de la surcharge pondérale, de l'obésité est absolument catastrophique. Et moi, j'utilise toujours le même exemple. Quand vous prenez 1 kg de poids en plus, vous avez une charge de 6 à 8 kg sur le genou. Donc, en fonction de ce que vous faites, si vous marchez ou si vous courez, etc. Vous vous rendez compte, facteur 6 à 8 et parfois plus sur le genou. Vous comprenez que quand vous n'avez plus de cartilage, ou que le cartilage est en mauvais état, vous ne faites qu'aggraver la situation. Et si vous... Pardon, je vais vous parler de moi 2 secondes. Vous avez 2 minutes? Non. Moi, j'avais un gros problème d'arthrose que j'ai résolu maintenant parce que j'ai mis une prothèse, mais j'avais un gros problème d'arthrose. Je pouvais vous dire à 500 grammes près combien je pesais. C'est-à-dire que j'avais un poids de forme de 82 kg. Si je passais à 82,5 ou à 83, j'avais mal, je ne pouvais plus courir, j'avais du mal à marcher. Je perdais 500 grammes ou 1 kg. J'en marchais normalement. Donc voilà, ça ce sont des exemples qui expliquent pourquoi il faut impérativement axer le discours des médecins du sport, des médecins généralistes. Et pendant Paris 2024, on a lancé un appel sur Ouest France. On était obligé d'aller sur Ouest France parce qu'il y avait François qui est breton. Et on a lancé un appel à nos confrères généralistes pour leur demander de poser la question à leurs patients sur leur activité physique, sur ce qu'ils font. Un médecin généraliste va demander, vous fumez, voilà, quels sont les comportements à risque que vous pouvez avoir, vous buvez, mais jamais les médecins ne posent la question, est-ce que vous avez une activité physique, est-ce que vous faites du sport, etc. Parce que ça permettrait justement que le patient dise, bah non docteur, je peux pas, j'ai mal au genou, donc, et à ce moment-là, parler de l'IMC, parler de l'importance de la perte de poids. Et on en parlera dans les tribunes du sport tout à l'heure. Oui, François? Juste, je voulais compléter ce qu'ont dit Franck et Michel. Puisqu'on parle du poids, il faut quand même insister sur une chose, c'est que le poids, l'activité physique et sportive, c'est pas le meilleur moyen de perdre du poids. Par contre, c'est indispensable dans la phase initiale quand on veut perdre du poids, ça va servir de starter, et après ça permet de maintenir la perte de poids. Mais vous devez toujours y associer un régime alimentaire, si vous voulez quelque chose. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a 2 choses qui me semblent importantes. Un, c'est de rappeler à tout le monde, et en particulier aux éducateurs présents ici, que 1 kg de muscle, c'est aussi lourd qu'1 kg de graisse. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que vos patients, ou nos patients, quand on les voit, ils ne maigrissent pas toujours comme ils veulent. Par contre, ils changent de tour de taille. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le tour de taille. C'est pas le poids, moi, qui m'intéresse. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu parler de ces nouveaux médicaments qui vont faire perdre du poids, qui sont des médicaments qui ont révolutionné l'obésité. Personne ne peut le nier. Mais il faut savoir que le patient perd sur 10 kg, il perd entre 3 et 4 kg de muscle.
Donc vous, les éducateurs qui prenez en charge ces patients-là, expliquez-leur toujours qu'il faut faire du renforcement musculaire et de la musculation, parce que c'est aussi important. Comme l'a dit Michel, c'est aussi d'avoir des bons quadriceps, ça aide un petit peu au niveau de l'arthrose et surtout au niveau des chutes, par exemple. Donc j'insiste là-dessus parce que le poids, c'est quelque chose dont tout le monde nous parle actuellement, nous les premiers, quand on voit le monde obèse, mais il faut quand même se rappeler que l'activité physique et sportive est importante et que dans ce cadre, même quand on fait des régimes, il faut faire de l'activité physique avec du renforcement musculaire. Bon. Alors, entièrement d'accord, la pratique sportive, effectivement, l'alimentation, les deux sont liés. Hein. Dès qu'on parle de l'un, on parle de l'autre en consultation. Hein. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on accepte une idée qu'avec les années, on prenne un peu d'embonpoint, on va dire, alors que paradoxalement, c'est avec les années que notre cartilage est de moins bonne qualité, nos tendons sont de moins bonne qualité, les ligaments, etc., les ménisques, et c'est là où justement, normalement, on devrait alléger nos contraintes mécaniques. Donc il y a un paradoxe qui est assez bizarre, il faudrait peut-être mieux en parler ou diffuser l'information. Le sujet vous passionne, Séverine. Oui, juste dire que la question du poids, évidemment, c'est une question. La dégénérescence musculaire et la lutte contre la dégénérescence musculaire, évidemment, la fédération s'y attache aussi, le maintien des capacités cardio-respiratoires. Juste un point d'attention sur les femmes ménopausées. Une fédération comme nous qui a 94% de femmes, la question à partir de la ménopause est un vrai sujet sur la prise de poids. Et il y a vraiment, alors nous on se lance sur ces questions-là et on va mener une étude dans le cadre de l'IRAPS sur comment mieux accompagner les femmes à partir de la ménopause et en pré-ménopause pour justement essayer d'éviter cette prise de poids et essayer de maintenir effectivement les capacités musculaires et cardio-respiratoire et tous les piliers de la santé, mais c'est un vrai sujet et c'est pas si simple. Donc effectivement, je crois que c'est important aussi de pouvoir parler de ces sujets-là et en débattre et être accompagné, nous, notre fédération, sur ces sujets pour pouvoir mieux passer cette période qui est quand même un petit peu complexe. Aline. On avance. Faire du sport pour rester en bonne forme et préserver son bien-être. Aussi pour préserver sa santé mentale. C'est la deuxième année qu'on pose la question. Santé mentale, grande cause nationale pour la deuxième année, reconduite en 2026, donc ça on est très content. Les Français sont convaincus de l'impact effectivement positif de la pratique sportive sur la santé mentale. Et ce qui est intéressant, c'est que même ceux qui aujourd'hui ne font pas de sport sont convaincus de cet impact. Alors, le vivent un peu moins, ils sont que 73%. Versus 90% en moyenne, versus 96% chez nos gros sportifs. Mais aujourd'hui, ce lien de causalité entre une activité physique et la santé mentale est aujourd'hui reconnu par les Français. Donc ça, c'est quand même aussi une grande réussite de la cause nationale et du 30 minutes santé, puis il y en avait l'année d'avant aussi. On l'a dit aussi tout à l'heure, pourquoi les Français font du sport? Parce qu'ils sont à la recherche d'un collectif quand même. Aujourd'hui, quand on parle de sport, c'est aussi un vecteur de lien social. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'étude de la Fondation de France qui est sortie ce week-end. Un Français sur 4 se sent seul aujourd'hui. Il distingue l'isolement de la solitude. L'isolement, c'est plus physique dans le rural. On le sait que c'est une réalité, il y a moins d'équipement, on le verra tout à l'heure. Mais la solitude, elle est vraie surtout dans les villes, elle est exprimée dans les grandes villes. Bon, faites du sport, ça ira peut-être aussi, ça portera un début de réponse, et le sport n'est pas forcément très compliqué à mettre en place. On voit la réussite de l'application Strava, dont on ne parle pas ici aussi, qui a un vrai succès aussi qui est certes pour la performance personnelle, mais qui aujourd'hui devient un peu un réseau social, une communauté dans laquelle les gens partagent aussi leurs témoignages. Donc, on peut commencer à se trouver l'application, mais c'est aussi un révélateur de ce qui se passe, cette recherche de collectif, même dans une pratique collective. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? On partage une passion commune à hauteur de 72%. On crée des liens d'amitié quand on va faire du sport, 67%. C'est aussi un moment où il y a de l'entraide, de la solidarité, des valeurs dont on cherche un petit peu aujourd'hui où elles sont. L'effet de rencontrer d'autres générations aussi, c'est un endroit où on peut parler à des plus jeunes et à des plus âgés, donc on fait rencontrer les gens. Rencontrer des nouvelles personnes dans les salles de sport, c'est aussi à l'occasion des événements sportifs. Vous voyez, les scores sont globalement assez forts, peu importe les différents secteurs, différents domaines qu'on peut essayer d'approcher. Et puis le sentiment d'appartenir à un groupe, 58%, aujourd'hui on se sent seul, le fait d'appartenir à un collectif. Alors on disait se rapprocher de ses amis, se rapprocher de sa famille, faisait partie des priorités aujourd'hui des Français en termes de résolution aussi. Alors voilà, le sport apporte tout ça, et nos Français, qu'ils soient très sportifs ou petits sportifs, sont aussi convaincus de ça et vont chercher ça, et aujourd'hui ça a un écho particulier dans le contexte actuel. On continue ?
On continue. Et d'où pourquoi ils sont aussi conscients de tous ces apports, donc sur la santé mentale, sur le collectif. C'est que quand aujourd'hui on pose la question à nos sportifs quand ils sont privés de sport, parce que je sais pas, un pépin technique, un pépin de calendrier, une activité au boulot qui est un peu plus importante que d'habitude, on ne peut pas aller faire sa séance. On est sur des sportifs qui, dès qu'ils arrêtent, qui ralentissent un petit peu le rythme de l'activité, témoignent, ou en tout cas expriment et ressentent des effets négatifs sur plein de sujets de leur vie. 86% des Français, des sportifs qu'on a interrogés rapportent au moins un impact négatif lorsqu'ils doivent réduire leur activité physique. On parle de bien-être physique, donc déjà sur le physique directement ils le ressentent, c'est la première des conséquences. Mais sur leur état de forme général aussi, 66% ils disent ah ouais, globalement je me sens déjà moins bien quand je ne peux pas faire mon sport comme je le veux. Puis sur leur bien-être mental, je dis effectivement, là j'ai un petit coup de stress, je vois bien que je ne me suis pas défoulée, je vois bien que c'est pas sorti et que je me sens moins bien. Et puis le niveau de stress, 54%, le niveau de la motivation générale dans la vie, 53%. Sur leur poids, dès qu'ils arrêtent un petit peu, effectivement, ils voient tout de suite la conséquence sur la prise de poids. Le sommeil, on parle de sommeil, on parle aujourd'hui dans la santé mentale, on comprend le rôle essentiel de dormir aussi, l'importance du sommeil. Donc là, on le voit aussi, on est sur des sportifs qui constatent que quand ils font moins de sport, ils ont une moins bonne qualité de sommeil. Ça joue sur la confiance en soi, ça joue sur la vie sociale, on l'a vu, c'est un endroit où on rencontre les gens. Et ça joue aussi, du coup, avec ça joue sur leur relation avec l'entourage. Donc voilà, c'est sur tous les pans en fait qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas faire l'activité dont on a l'habitude de faire, et ben, les conséquences sont importantes. Je m'adresse au docteur, au professeur. La santé mentale dépend du coup de l'activité sportive aujourd'hui, vraiment? Ça dépend peut-être pas que de ça, mais c'est clair, ça a un impact. Moi, je considère que le vrai sportif, celui qui est sportif dans l'âme, c'est celui qui ressent justement ce manque au bout de 2-3 jours quand il n'a pas fait d'activité sportive. Celui qui ressent ce manque, clairement, lui, il est sportif. Ça serait bien qu'il y en ait encore un peu plus qui ressentent ce manque. Sans tomber dans l'addiction, parce que c'est aussi... Évidemment. Voilà. De temps en temps, en consultation, c'est vrai que c'est étonnant de voir des patients qui sont rythmés comme des horloges, avec 1h30 de sport par jour, même pas une journée dans la semaine sans sport, et qui ne savent pas vivre sans cette heure et demie. Alors là, par contre, c'est l'excès inverse. Oui, on a prévu on doit remettre d'ailleurs, je parle sous la surveillance de Vincent Roger, un rapport sur activité physique et sportive et santé mentale. Le collectif, on a écrit ça, alors je vous rassure, on a fait appel aux experts psychiatres, parce que j'aurais bien été incapable d'écrire ça tout seul. Et puis on a mis aussi des spécialistes de neurosciences, parce qu'il y a plein de choses. Alors c'est assez amusant, parce qu'en fait, effectivement, santé mentale, c'est un grand fourre-tout, entre guillemets, dans le sens où vous avez les troubles mentaux, et puis vous avez tout ce qui est le bien-être. Et le bien-être, c'est pas du tout la même chose. Donc en fin de compte, les gens, dans ce qu'ils nous parlent, c'est surtout du bien-être dont ils parlent. Mais maintenant, si on s'intéresse aux troubles, quand on fait des études très poussées, le bien-être ressenti, c'est pas forcément celui qu'on mesure le plus facilement. Donc c'est très bien, moi je suis persuadé que ça fait du bien de faire de l'activité physique. D'ailleurs, c'est un traitement pour la dépression minime à modérée, c'est le premier traitement, les neurologues le disent, donc il faut quand même les suivre. Et surtout, c'est les gens qui ont des troubles mentaux. Alors, on parlait tout à l'heure, Marie-Amélie Le Fur parlait des personnes en situation de handicap. Là aussi, les gens avec des troubles mentaux sont très font beaucoup moins d'activité physique et sportive et sont beaucoup plus sédentaires que l'autre population. Alors que, par exemple, vous avez la professeure Amadou, qui est la chef de service de l'hôpital Sainte-Anne, le plus grand hôpital parisien qui s'occupe de troubles psychiatriques, qui fait faire de l'activité physique à tous ses malades, tous sans exception à l'hôpital, et elle dit on diminue le traitement de tous nos malades. On ne les arrête pas parce que le traitement est indispensable, il y a la maladie sous-jacente, mais le fait d'être sédentaire, d'être inactif, eh bien, va aggraver la maladie en réalité. Donc effectivement, je crois que le lien activité physique et sportive, quant aux addictions, c'est vrai, mais je vous en supplie, il ne faut pas mettre dans la balance l'addiction au sport, qui est exceptionnelle, et les bienfaits de l'activité physique. C'est vrai qu'à chaque fois, les gens me disent « Oui, mais monsieur Carré, il y a quand même des gens qui sont addicts au sport. » Et je dis « Combien ? Combien ? Comparé aux gens qui n'en font pas. » Donc, c'est vrai, l'addiction, ça existe. C'est comme au jeu, d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il sera addict au jeu aussi, qu'il sera addict à d'autres choses. Il y a des gens qui ont le gène de l'addiction, quel qu'il soit. Voilà. Très bien.
On va donc faire construire des salles de sport dans tous les hôpitaux, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faudrait, et vous riez, mais l'année prochaine, avec notre partenaire, on n'a pas le cacher, c'est Decathlon, eh bien, nous allons proposer à tous les hôpitaux pédopsychiatriques qui ont des services de pédopsychiatrie de faire de l'activité physique à leurs jeunes malades. À notre connaissance, il y en a entre 3 et 5 en France seulement qui font faire de l'activité physique à leurs jeunes malades. Donc on va aller les démarcher, leur montrer, les former par les psychiatres et puis neuroscientifiques qui sont dans notre équipe, pour leur expliquer pourquoi il faut faire de l'activité physique et leur proposer du matériel pour qu'ils en fassent. Donc oui, de toute façon, tous les hôpitaux devraient avoir une salle de sport. Tous. Le message est passé. On a fait le tour de l'état des lieux des pratiques des Français aujourd'hui. On vous le disait tout à l'heure, le baromètre, on l'inscrit dans l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un peu moins de 2 mois, vous aurez voté pour votre nouveau maire, 15 et 22 mars, on le rappelle en passant. Et donc, on a questionné un peu les Français sur l'activité sportive, les équipements qu'ils ont à proximité de chez eux. Donc, on a posé, avant d'aller dans le jugement, dans l'évaluation, on a posé le constat de dire, voilà, est-ce qu'à côté de chez vous, vous avez des installations, des lieux, des espaces publics qui vous permettent de pratiquer, dans lesquels vous pourriez pratiquer des activités sportives. En gros, est-ce que c'est proche ou de chez vous? Aujourd'hui, on a les 3/4 des Français qui, quand on leur demande cette évaluation, disent bah non, en fait, finalement, à côté de chez moi, j'ai quand même des installations, des équipements assez proches de chez moi qui pourraient me permettre de faire une activité. Alors, le très proche, c'est 16%, le assez proche, donc tout est relatif, hein, c'est très subjectif, la notion de distance, on disait tout à l'heure, 50 km, c'est pas si près que ça quand même. Je ne suis pas sûre que les Français ont pris en compte ce périmètre-là, je pense qu'ils sont quand même plus proches de la maison. Mais bon, globalement, ça veut dire que le ressenti est qu'à côté de chez eux, il y a des choses qui permettent de faire du sport, il y a des équipements. Et c'est une question qu'on avait posée en 2018 et en 2021, donc 2021 c'était juste après les précédentes élections. On a progressé dans cette perception de 7 points, en tout cas, de dire oui, effectivement, il y a quand même des équipements proches de chez moi. On regarde un petit peu l'état de la France, alors là aussi c'est très subjectif, mais ce qu'on voit c'est qu'on a 2 régions qui sont peut-être un profil un peu plus rural que les autres aussi. Le Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, on a une perception des habitants sur lesquels ont un peu moins ce sentiment majoritaire d'avoir des équipements à proximité de chez eux. Et puis on le voit, le rural versus le très urbain, forcément, et c'est mécanique, il y a moins de monde, la densité urbaine et la population démographique est moins importante, donc ce sentiment d'être plus éloigné quand on est en milieu rural est aussi important. Et au-delà de ce constat de dire que vous avez des choses à côté de chez vous, des équipements à côté de chez vous qui vous permettent de faire du sport, là, on a invité les Français à se positionner en termes de perception d'évolution. Est-ce que les choses se sont améliorées depuis les précédentes élections municipales? Et alors, c'est pas si fréquent que ça de dire que finalement, là, les Français sont plutôt positifs et constatent des choses qui se sont mises en place. Donc, les Français ne font pas que râler. 48% qui nous disent que oui, les choses se sont améliorées quand même depuis les dernières élections. On a quand même une majorité relative à 43% qui nous disent non, c'est resté stable, tout n'a pas évolué. Et on n'est pas que on est quand même dans le constat de choses qui ont progressé. Et donc, on a posé une question ouverte pour être un peu dans le positif. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce que vous voyez qui, à côté de chez vous, a évolué? Clairement, en fait, les Français ont vu des équipements se construire, ou en tout cas être rénovés. On nous parle d'aménagement de pistes cyclables, d'espaces verts qui ont été développés à proximité de chez eux, des nouveaux équipements. Alors ça, c'est très varié. Quand on regarde dans les verbatims des réponses, on va nous parler de skatepark, on va nous parler de terrain pour le tennis, pour le paddle aussi, qui se développe énormément. Donc on a plein de choses. En tout cas, des murs d'escalade aussi, on va apparemment pousser un petit peu partout. Des parcours de santé aussi qui ont vu le jour. Donc voilà, les Français ont observé qu'il y avait des équipements qui s'étaient mis en place petit à petit, qui permettent notamment aussi la pratique en extérieur, ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ça fait plaisir du coup à la maire d'Orsay, Elisabeth Delambre? Je suis maire adjointe, parce que le sport, plutôt maire adjoint et pas toujours. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sauf que, voilà, je veux quand même rappeler qu'on est un partenaire important dans le développement du sport, dans la mise en mouvement de la population. Enfin, moi, je pense qu'on est au bout de la chaîne, quoi. Donc, on est un partenaire important. Donc, c'est aussi nos politiques qui permettent de mettre en œuvre tout ce que vous pouvez imaginer pour développer le sport, tout ce qu'on peut entendre sur le sport santé, etc. Donc, ça veut dire qu'on est le premier financeur du sport en France, avec 9,3 milliards d'euros par an, et qu'on est propriétaire de 80% des installations sportives. Donc, je pense qu'il faut remettre un peu les choses aussi en perspective et dire que quelque part, on est un partenaire très important.
partenaires des associations qui sont aussi vos associations dont vous parliez tout à l'heure. On essaye de donner évidemment les meilleures conditions pour qu'elles puissent évoluer, parce que c'est aussi important, parce que c'est aussi elles qui mettent en mouvement la population. C'est donner le maximum de créneaux. Alors même si j'entends qu'il n'y en a pas assez, qu'on vous en voudrait plus, c'est quand même des ouvertures d'installation de quelquefois 7h, 8h le matin jusqu'à 22h le soir et sans discontinuer, parce que aussi le scolaire, donc ça veut dire l'entretien derrière, je vous parlerai finance après, hein. Ça veut dire construction, entretien, etc. Ça veut dire aussi des interventions, quand on parle des jeunes, des jeunes, des interventions en milieu scolaire. On a quand même beaucoup de communes qui aujourd'hui proposent des ETAPS dans les écoles et qui donc, on est assuré que les enfants, que les élèves fassent au moins 1 heure de sport par semaine. Moi, chez moi, j'ai une piscine et donc ils vont aussi, tout le monde va à la piscine, de la grande section jusqu'au CM1, toutes les semaines et tous les ans. Donc voilà, j'essaye de développer tout ça, et ça aussi, c'est la commune qui le développe. On essaye aussi, quand il y a des maisons sport santé, de faire un petit peu le coordinateur, de faire le lien entre la maison sport santé, les associations, on peut mettre en place aussi des activités. Voilà, on est, je pense, quelque part le facilitateur, le coordinateur, etc. Et quand c'est pas fait dans la commune, quand on n'a pas nos associations qui développent ce genre de projet, on peut faire appel aussi à des fédérations, à d'autres associations extérieures qui vont être plus spécialisées dans le public plus spécifique. On va parler 15 dans un instant, mais avant de parler finances, on va peut-être prolonger. Ah pardon, Elisabeth. Je voulais juste faire un point d'attention. Je pense que les collectivités ont aussi, et on a collectivement à progresser, sur les city parks, les skate parks, tous ces modules-là qui se mettent en extérieur. Il y a une étude là qui vient de montrer que 98% des consommateurs sont des hommes et des garçons, et sont exclus de ça. Les garçons et les jeunes non sportifs, garçons et les filles. Et donc, je pense, et c'est très bien, et c'est une très très bonne chose, la construction de ces équipements qui donnent une accessibilité à tous très ouverte. Et je crois qu'il y a un accompagnement spécifique qui va être nécessaire pour éviter à nouveau de creuser le fossé sur les accessibilités de ce type d'équipement et du fait que les femmes spontanément n'y vont pas. Qui dit élection dit satisfaction. On questionne les habitants et les Français sur leur satisfaction à l'égard de l'offre qu'ils ont à disposition près de chez eux en matière d'activités sportives ou d'équipements sportifs. Là aussi, vous voyez que le résultat est plutôt très positif, puisqu'on est globalement sur plus des 2/3, voire presque plus de 7 sur 10 qui sont satisfaits. On voit des améliorations, on voit que les choses bougent. Donc ça, effectivement, on est sur une perception plutôt positive de ce qui est mis en place et organisé dans les structures intercommunale, parce que c'est pas forcément que la commune qui porte ça, on sait que c'est plus global que ça. Poser la même question sur l'accessibilité des offres de soins, sur le service public, vous n'aurez pas ces scores-là, donc voilà, on est sur aujourd'hui quelque chose qui en tout cas satisfont les Français, c'est pas au même niveau, mais en tout cas c'est assez intéressant et plutôt encourageant aussi. Et pour boucler sur la question de la séquence électorale à venir, c'est une question aussi assez classique qu'on pose dans ces moments-là, de dire est-ce que c'est un sujet qui va être important pour vous dans le prochain scrutin à venir? Est-ce que vous allez regarder les programmes des candidats? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que le sport va être une composante de votre déterminant dans le choix de votre candidat? Alors là, sur cette question, donc on avait testé 12 secteurs possibles. On peut voir le résultat soit avec le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Si on regarde à moitié vide, on va se dire le sport arrive à la fin du classement. Aujourd'hui, quand on pose la question aux Français de savoir ce qui va compter dans leur vote, ils vont regarder ce que vont proposer les candidats en matière de santé, en matière de sécurité publique, en matière d'environnement. Et puis on va rajouter l'économie locale qui est aussi à 90%, 42% qui ça va être important dans leur choix. Pourquoi c'est essentiel d'en parler? Parce que c'est ce qui se passe aussi au niveau aujourd'hui des préoccupations des Français au niveau national, c'est ça, la sécurité, santé, environnement, économie, c'est essentiel. Donc le sport arrive dernier, on se dit bon, pas de chance, le sport arrive derrière la culture.
on peut se poser la question. En même temps, on peut voir le verre à moitié plein, se dire c'est quand même près des 2 tiers des Français qui aujourd'hui vont quand même aller regarder ce que proposent les candidats en matière d'activité sportive à proximité de chez eux, et même 18%, donc on peut se dire aussi que c'est presque 2 Français sur 5 qui vont dire moi ce sujet-là va impacter en tout cas mon choix quand je vais devoir choisir mon candidat, en tout cas mon futur maire, le 15 et 22 mars prochain. Bah, ça ne m'étonne pas, parce que c'est ce qu'on vit tous les jours. Hein. Le sport, c'est la variable d'ajustement. Et comme aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à ajuster, donc voilà, je ne vous cache pas qu'il faut des finances pour faire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut des finances, et que les finances, elles diminuent. Elles diminuent bien déjà pour chaque collectivité. Hein. On avait juste un indicateur. On avait il y a 15 ans 3 millions d'euros de dotation globale de l'État, de fonctionnement. Aujourd'hui, on est à 700 000. Donc ça fait quand même un gros trou, sachant que tout le reste augmente, notamment les fluides, etc. Et que les recettes, elles n'augmentent pas du tout de cette façon-là. Donc c'est de plus en plus compliqué de monter des budgets. Donc il y a des priorités à mettre, et malheureusement, c'est pas toujours le sport. Donc on a été heureux d'avoir des installations, mais les installations sont vieillissantes. Donc peut-être que dans quelques années, on n'aura pas du tout les mêmes retours. Il faut savoir déjà aujourd'hui que des communes ont déjà ouvert nettement moins longtemps leurs installations, parce qu'elles ne peuvent plus, par souci d'économie, qu'elles ont réduit en tout cas leur budget sport, 43% ont réduit leur budget sport, 49% des communes diminuent leurs investissements pour les installations sportives, 41% des communes diminuent le montant alloué à l'organisation d'événements sportifs, et certains aussi ont drastiquement diminué les subventions d'associations, quand on sait que c'est comme ça qu'elles fonctionnent, quand on sait que c'est comme ça qu'elles peuvent proposer du sport, enfin de l'activité, en tout cas à des coûts intéressants. Bon, parce que quand même, je vais essayer de faire le calcul un peu, une séance de sport en association coûte entre 4 et 5 euros. Donc voilà, c'est aussi parce qu'il y a ces subventions, parce qu'il y a les installations sportives gratuites. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les difficultés financières que connaissent les communes, eh bien c'est aussi là-dessus que ça va porter. J'ai dû me battre avec mes collègues pour maintenir ma piscine ouverte, parce que avec les problèmes de fluides qui ont vraiment explosé, le coût des fluides qui ont explosé, font que ma piscine elle coûte hyper cher. Et donc, même si on démontre que c'est bon pour la santé, que c'est le premier équipement qui est plébiscité par les Français, etc., après, le tableau Excel va dire que, donc on met pas en balance tout ce qu'il y a de ce qu'on a dit aussi, les économies sur plein d'autres choses. Mais voilà, ça a été compliqué à faire comprendre. J'ai un bassin nordique qui est ouvert aussi toute l'année, et c'est celui qui draine le plus de personnes. C'est ce que les personnes ont envie de. C'est là où les personnes ont aussi envie de venir nager. Enfin voilà, je pourrais vous en parler longtemps, mais je vais m'arrêter là. Juste pour vous dire que je suis pas forcément très 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 optimiste, même si on continue à essayer de faire le maximum. Et cette préoccupation du sport, je suis pas sûre, même si on a sorti le baromètre, même si on essaye. Dans le conscient collectif, l'inconscient collectif, pour l'instant, c'est pas. On a beau savoir que ça a un gros impact sur la vie des gens, sur le bien vivre ensemble, sur la santé, sur tout ce que vous avez dit, je ne vais pas vous le répéter. Mais par contre, ça rentre pas après vraiment dans les préoccupations. Je suis toujours un tout petit peu étonné Là, vous voyez, un exemple typique de la question qu'on pose. Le sport arrive 12e. C'est quoi le sport? La santé. Le sport est bon pour la santé. La plupart des gens qui font du sport font pour leur santé. Et ils mettent la santé en 1, mais le sport se retrouve dernier. Donc c'est toujours pour le problème de ces questions, l'environnement. Les espaces publics, ça fait partie de l'environnement. C'est là qu'on fait du sport, de l'activité physique. Donc c'est toujours assez difficile de savoir si vraiment le sport n'a aucune importance, ou alors le sport, c'est effectivement la compétition. Et là, on retrouve le chiffre de 4% des gens qui font du sport pour la compétition. C'est toujours un peu le problème de ces questions. Et ça me permet quand même de rappeler,
et que il faut que nous tous nous rappelions à tout le monde, c'est que le rôle essentiel de la prévention dans la santé. Je vous rappelle que le problème qu'il y a actuellement, ce n'est pas le nombre de médecins, c'est le nombre de malades. Oui, c'est pas le nombre de médecins. Il y a trop de malades. Et ces gens sont malades parce qu'ils mangent mal, ils bougent pas, ils dorment mal. On va même parler du tabac, puisque ça intervient dans les facteurs de risque principaux, puisqu'il y a moins de gens qui fument. Donc c'est important parce qu'en fin de compte, la santé, eh bien, il y a l'activité physique et sportive dedans. Alors c'est pour ça que c'est toujours ennuyeux de dire oui, les Français n'aiment pas le sport. Non, les Français n'aiment peut-être pas, ou ne sont pas passionnés, ne veulent pas faire du sport de compétition. C'est peut-être plutôt ça qu'il y a comme réponse, que je vois. Mais bon. Aline est en train de donner quelques micros. On va conclure, Aline. Oui, il reste 2 questions. Après, on arrête pour nous. On voulait terminer sur quelque chose de politique. Là, on a vu que le sport n'était pas forcément ce qui mettait en tête des priorités. Mais du coup, on s'est dit, comment on fait pour mettre plus de monde au sport aujourd'hui? Et ça va un peu répondre, et malheureusement, je pense que vous avez apporté des éléments de réponse qui ne vont pas correspondre à ce qu'attendent les Français pour faire plus de sport. Quand on leur demande aujourd'hui c'est quoi leur frein pour faire du sport à côté de chez eux, la question économique du pouvoir d'achat, on n'en a pas parlé depuis ce matin, mais c'est quand même aussi un vecteur. Donc on va dire que même si c'est gratuit, qu'on peut faire beaucoup d'activités à pas cher, pour beaucoup ça reste quand même aujourd'hui un poste de dépense en plus éventuellement qu'il faut prévoir. Et puis effectivement, il y a toute la thématique de l'offre. Vous avez dit, les communes sont parfois obligées de réduire les ouvertures, sont parfois obligées de réduire les horaires, ils sont parfois fermer des équipements qui ne peuvent pas être entretenus. Bon, ben voilà, ça fait partie de l'offre que les Français aujourd'hui critiquent, en tout cas aimeraient qu'il y ait encore plus de possibilités. Quand on sait que ces 2 sports sont ouverts de 6h à 23h, on dit bon, ben là, effectivement, je me mets quiconque le défi de réussir à faire la même chose partout en France. Donc voilà, ce sont des choses assez connues. Donc effectivement, toujours moins cher et une offre toujours plus variée, toujours plus, pour répondre aux besoins aussi d'une plus grande variété de personnes. Et puis, il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi les médecins. Ça, c'est ce que vous nous évoquiez, on en parlait ce matin, on en parlait au tout début de la matinée, on en a parlé à l'instant. Il y a un levier aussi qui est intéressant, c'est effectivement, et si les médecins nous parlaient de faire du sport, nous disaient, au fait, il serait bien de vous y remettre. Parce que quand on pose la question aux Français, de dire, est-ce que si votre médecin vous le recommandait pour votre santé physique ou pour votre santé mentale, ça vous inciterait, en tout cas, ça vous ferait réfléchir à aller faire plus de sport. Le résultat est plutôt assez massif, on est sur 79-74% des Français qui nous disent que oui, alors après ils disent que ça les inciterait, est-ce qu'ils vont concrétiser? On ne sait pas, mais en tout cas ça donne une petite piqûre de rappel, c'est ce qu'on disait. Si en plus le médecin peut être exemplaire, si votre médecin vous témoignait qu'il se sentait mieux mentalement grâce à sa propre pratique sportive, ça aussi on sait que ça marche l'exemplarité. Et puis les proches, alors ça marche un petit peu moins bien quand ça vient des proches que du médecin, mais voilà, le fait d'en parler, d'expliquer, de continuer à dire ça me fait un bien incroyable, regarde ça fonctionne, j'ai perdu du poids, je me sens mieux, j'ai moins mal partout, ça fonctionne et on sait que ça peut inciter en tout cas une partie des Français à se mettre à l'activité physique et sportive et plein de règles. Merci beaucoup Adeline. Franck, oui. Oui, je trouve ça très très grave d'avoir besoin de son médecin pour aller faire du sport. Effectivement, le médecin doit avoir ce discours. Tout le monde, c'est pas le cas. Moi, j'ai de temps en temps en consultation comme ça des patients qui me disent mon médecin il m'a dit écoute, t'es de faire du sport, t'auras plus mal. Donc effectivement, ça peut être une solution pour régler le problème, mais c'est un peu irresponsable de penser qu'on a besoin, de dire qu'on a besoin du médecin pour aller faire du sport. Et le sport ne coûte pas. Enfin, si on veut faire du sport, il y a juste à s'acheter une paire de basket et un short, un t-shirt, et on va courir. On va faire de la rando si on n'aime pas courir. Mais bon, l'activité sportive simple ne coûte pas cher. Donc c'est ça, pour le coup, je trouve que ce sont de faux prétextes. Michel Sénès, peut-être un petit mot sur ce dernier chiffre. Non, Franck a raison, il ne faut pas attendre de parler à son médecin pour avoir envie de chausser des baskets, mais en même temps, l'exemplarité, moi je suis très très attaché à l'exemplarité en tant que médecin. Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'un médecin pose la question à son patient et que ça fasse partie de l'interrogatoire du patient systématique, même s'il ne vient pas pour ça. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites de l'activité physique? Qu'est-ce que vous faites pour sortir de l'inactivité et de la sédentarité? Et l'exemplarité, je suis désolé, si vous allez voir un dentiste qui a les dents de travers et les dents noires, vous y retournez? Non, alors je ne dis pas que tous les médecins doivent avoir le physique de Franck et de François, mais néanmoins, moi j'avais, en tant qu'ORL, mon chef de service à l'hôpital de Boussicot, entre 2 patients, il fumait des gauloises à l'époque.
Si vous voulez, quand il disait à un patient avec une haleine de Goldo, il faut arrêter de fumer, ça passait pas bien. Voilà, donc je crois qu'on fasse du sport ou pas, il est certain que notre discours doit être très clair, et non seulement on doit poser la question, mais on doit dire il faut. C'est pas quand vous avez le temps, faites-le. Moi, j'ai répété pendant Paris 2024, on ne fait pas de sport quand on a le temps. On prend le temps de faire du sport. Ça doit être dans son agenda, dans son planning. Et ça, le discours du médecin, il doit être très très ferme avec ses patients. Et voilà. Et l'exemplarité, c'est sûr que si son médecin fait beaucoup de sport et il dit qu'il va bien, bah, tant mieux. Mais je pense que les patients s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un en face qui est convaincant. Un médecin ne sera convaincant que s'il est convaincu. Et ça, c'est dans toute la médecine, dans toutes les spécialités, dans toutes les consultations. Si vous êtes convaincu de ce que vous dites à un patient, vous arriverez à le convaincre. On va prendre une question avec Romain. Romain. Bonjour à tous. Du coup, on est en ligne avec quelques journalistes à distance et il y a quelques questions. Quelles sont les perspectives de remboursement de l'activité physique adaptée? Y a-t-il des expérimentations dans ce sens? Ça, c'est la question qu'on ne va jamais avoir, quoi. Alors, de toute façon, on n'a jamais été si près, si je peux dire, d'un remboursement. Il y a beaucoup de lumières qui sont positives. D'abord, je vous rappelle que la Haute Autorité de Santé pousse très fortement pour qu'il y ait un remboursement. Donc, c'est quand même un message important. Deuxièmement, il y a l'étude As du Cœur, dont Alain Fuchs est le père, qui est présent parmi nous, qui a montré que quand vous prenez des cardiaques qui, après être en réadaptation, on leur fait faire de l'activité physique adaptée pendant 6 mois, il y a un groupe contrôle qui ne fait pas l'activité physique adaptée, et bien au bout d'un an, il y a 85% des cardiaques qui continuent tout seuls, c'est-à-dire qu'ils font 6 mois encadrés, après ils continuent tout seuls, et ils économisent 3 211 € par patient, chaque année. Ce qui fait que l'étude actuellement a permis quand même d'économiser à notre beau pays 1,5 million d'euros. Hein, il faut quand même le dire. Par les temps qui courent. Donc ça, c'est un point important. Mais malgré ça, Bercy n'a toujours pas compris que l'activité physique adaptée, c'est pas un coût, c'est un investissement. Et tant qu'ils ne comprendront pas ça, on s'en sortira pas. Alors moi, je crains qu'il y ait un parcours de soins qui soit proposé. Et vous savez bien que quand le parcours de soins est voté, il faut attendre le décret d'application. Et ça peut durer 10 ans. Alors là, je m'adresse vraiment aux journalistes qui a posé la question, mais aussi à nos dirigeants. Nous n'avons pas le temps d'attendre 10 ans. Parce que de toute façon, si on attend 10 ans, 15 ans, il y a des parents qui verront mourir leurs enfants. Je suis clair. C'est évident. L'espérance de vie de nos enfants est beaucoup plus basse que notre espérance de vie quand on avait leur âge. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de remboursement proposé. Après, je tempère, au CHU de Rennes, on avait mis en place la possibilité de 8 séances d'activité physique adaptée, qui étaient prises en charge par l'hôpital, parce qu'ils étaient hospitalisés pendant ces séances. Eh bien, 60% des gens, quand ils ont fini leurs 8 séances, ils se sentent tellement bien qu'ils payent pour aller continuer à faire l'activité physique adaptée. Donc, ce n'est pas le frein le plus majeur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que ce soit remboursé, mais je parle bien d'activité physique adaptée, c'est-à-dire l'activité physique pour des malades. Hein. Il n'est pas question qu'on rembourse les chaussures du gars qui veut se remettre au sport pour sa santé. Hein. Parce que ça, on n'y arrivera pas. Et puis enfin, je finis là-dessus. L'activité physique adaptée, le but, c'est que la personne soit autonome. Ce n'est pas à vie. On ne va pas encadrer les 12 millions de patients dont a parlé tout à l'heure Vincent pendant toute leur vie. C'est pas possible. Pour qu'ils bougent, pour qu'ils fassent de l'activité physique. Et donc, pour le remboursement, il n'y a rien de décidé. Une autre question. Une autre question du Télégramme. Est-ce que mobiliser le secteur privé pour améliorer les installations sportives, souvent vétustes, ou en construire davantage, serait une piste? Qui veut répondre à cette question? Elisabeth. Ben, c'est une piste qu'on évoque tout le temps, puisque comme on a besoin d'argent pour le faire, mais pour l'instant, moi je vois pas trop de ils vont investir dans des salles privées pour eux, hein, qui vont exploiter. Maintenant, des partenaires pour arriver à financer des installations ou financer des rénovations. Pour l'instant,
Enfin, moi, ça me semble, en tout cas à mon échelle, peut-être dans les grandes villes, c'est peut-être plus facile, mais en tout cas à mon échelle, je vois rien venir. Et une dernière question, est-ce que le baromètre mentionne le fait que de faire la pratique sportive en famille est un moyen de se motiver pour faire du sport? Je pense qu'on y a un peu On n'a répondu. pas la question, mais tu m'as dit qu'on le faire ensemble, oui. On va rajouter l'année prochaine. Le lien social a été mentionné, je pense qu'il est important. Oui. Il y a des initiatives là de plus en plus, genre le triathlon des familles, des choses comme ça, qui sont pas des épreuves, c'est pas des compétitions, mais c'est voilà l'idée de, il y en a il y a un membre de la famille qui fait la natation, l'autre qui fait le vélo, et puis l'autre qui va courir sur des petites distances. Et ça, c'est organisé par quelques municipalités. Et je trouve que c'est une bonne façon effectivement de motiver la famille, parce que ça permet d'abord de le faire ensemble. C'est toujours sympa. Et puis voilà, ça fait bouger les gamins qui peuvent faire partie de l'équipe. Donc ces initiatives-là, moi j'en vois passer de plus en plus. Oui, c'est vrai. Pardon, juste par rapport à l'ensemble des questions là, et les investissements privés éventuellement, moi je crois qu'on a un devoir collectif d'être facilitateur de l'activité physique. On a parlé des médecins, les fédérations aussi, je pense qu'elles ont un rôle à jouer. Quand on dit que pour prescrire l'activité physique il faut être exemplaire, le projet que porte la fédération EPGV, c'est de se dire, quand on a 1,5 million de personnes qui sont dans le club EPGV, leur donner le savoir et leur transmettre. Alors nous on s'appuie sur la recommandation de la Haute Autorité de Santé en termes d'activité physique, et quel est l'impact du sport sur votre santé, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout au long de votre vie ça puisse avoir un impact. Et en fait on dit, nous on est des transmetteurs, on est des éducateurs, on est des transmetteurs de ces messages qui sont extrêmement importants. Et le pari c'est de se dire, mais si on arrive nous à expliquer à 1,5 million de personnes ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire, et leur donner les moyens de le faire pour que le sport qu'ils pratiquent ait un impact sur la santé, on dit ces gens, c'est des prescripteurs demain pour leur famille, etc. Donc c'est comme ça aussi qu'on pourra collectivement contribuer au fait de la transmission de ce savoir et du sens autour de l'activité physique. Et je pense que c'est majeur. Merci à tous. Merci d'avoir